Ok, c'est parti alors. Mais bon, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le Startup Leadership Programme existe depuis une quinzaine d'années à Boston. Enfin, a été créé à Boston il y a une quinzaine d'années, existe en France depuis 10 ans. En fait, là, notre dixième bougie. Le SLP est un accélérateur et surtout une communauté internationale d'entrepreneurs, d'entraide entre pairs. Il a été créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. C'est un programme donc à but non lucratif. On ne prend pas de participation dans les startups. Et donc nous organisons régulièrement des événements à l'attention des entrepreneurs. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir Hélène avec nous. Je vais vite m'éclipser et passer la parole donc à Axel, la startup manager du SLP France, qui va interviewer Hélène Dieppe. Et si vous avez des questions sur la SLP, vous pourrez les poser après l'interview. Comme ça, voilà, on va rapidement dans le vif du sujet. Euh, nous sommes là pour parler des difficultés d'entreprendre quand on est une femme. Hein, enfin, déjà, c'est difficile d'entreprendre déjà à la base, et surtout quand on est une femme. Donc je vous laisse la parole, je m'éclipse et et à tout à l'heure. Merci Guy. Bonsoir Hélène. Bonsoir Axel. Comment tu vas? Super bien. Il fait chaud, il fait beau, mais super bien. Je suis ravie d'être là. Bon, mais moi de même. Alors ce soir, je vais t'interroger sur tout ce qui tourne autour de ton expérience en tant qu'entrepreneur. Déjà, dans un premier temps, ce que j'aurais aimé, c'est que tu puisses te présenter. Parce Ouais. que, tous ceux qui sont là avec nous ne te connaissent pas forcément. Et surtout, au fur et à mesure, je te poserai des questions par rapport à ton expérience, aux difficultés que tu as pu éprouver par rapport à ton expérience dans l'entrepreneuriat, mais aussi ton expérience en général. Avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Hélène Dieppe. Moi, je suis issue de la tech. Donc, j'ai fait l'EPITAC, une école informatique. Je participe beaucoup au sein de l'école encore aujourd'hui, puisque je suis membre du conseil de surveillance de l'école et présidente de l'association des anciens, donc des alumni. J'ai fait un petit parcours rapidement à New York, où j'ai fait un master en système d'information après l'EPITAC. Et je suis revenue en France en tant que pour exercer un métier de consultante. Donc, j'ai été consultante dans le secteur bancaire. Je suis devenue directrice commerciale d'un cabinet. Et j'ai quitté la société en 2010 pour créer ma première société. Donc, moi, je suis une entrepreneur. J'ai créé ensuite plusieurs sociétés en 2012 avec mon associé. Et puis, j'ai quitté le groupe tout récemment, en janvier 2023. Pour rejoindre Faveon, qui est une société technologique que j'aime énormément. Et voilà, et à côté de ça, je participe à quelques associations. Je suis présidente de la commission Women for Tech au sein du 15 DSI et je suis VP au sein du Tech Club 101, voilà, qui est une association pour promouvoir les technologies en région. Donc, tout mon parcours est très technologique avec un parcours entrepreneurial. Ok, super. Guy, est-ce que tu nous entends bien? Oui, oui, Super. oui, c'est bon. Il y a un petit peu d'écho, mais c'est pas gênant. Ok, top. Merci pour ton retour. Alors, donc un parcours assez dense finalement. Ouais. J'ai 41 ans et un parcours très dense ces 12 dernières années. C'est chouette. Si donc on va quand même se concentrer sur la partie entreprendre, vu que sur cette partie-là, c'est pourquoi on est là en tout cas ce soir. Donc alors, dans un premier temps, moi ce que j'aurais aimé savoir, c'est quel a été ton déclic finalement d'entreprendre après la partie conseil. Ouais. Je pense que j'avais besoin de faire quelque chose à moi pour moi, tu vois. J'avais besoin de me prouver que j'étais capable d'entreprendre et de créer, de piloter, de gérer une société. Après, j'ai eu l'opportunité de le faire avec mon associé qui était mon conjoint.
Et voilà, on se connaissait depuis très, très longtemps. On savait où est-ce qu'on voulait aller tous les deux. Donc, à ce moment-là, nos deux parcours étaient complètement convergents avec la même vision et la même envie. Et c'est quand même beaucoup plus simple quand tu entreprends de ne pas entreprendre seul. On a toujours ce côté où quand on se lance, la solitude de l'entrepreneur, quoi. Et le faire à deux, c'est c'est exigeant, mais en même temps, alors surtout quand c'est ton conjoint, mais en même temps, c'est hyper bénéfique parce qu'on a un vis-à-vis avec qui discuter, avec qui échanger, avec qui parler, etc. Et une vraie émulation. Donc, il y a eu ça, c'est-à-dire qu'on avait une envie commune. Vincent avait une vision, j'avais la mienne, ça convergeait pas mal, et puis voilà, on s'est lancé. Est-ce que tu dirais que vous étiez complémentaires? Parce qu'en Oui, général, très on complémentaires. demande à ce que deux associés soient complémentaires, finalement. On ne se ressemble pas du tout. D'accord. On ne se ressemble pas du tout. On a eu la même vision. Voilà, j'ai quitté le groupe parce que nos visions divergeaient, mais on a eu la même vision pendant longtemps et très complémentaire parce que moi je suis très orientée, très centrée sur l'humain. Et là où Vincent était plutôt centré sur la société, pas l'organisation humaine, mais plutôt la stratégie, la vision long terme, etc. Donc, et puis moi, je faisais plutôt la mise en œuvre, tu vois. Donc on était extrêmement complémentaires. Tu peux nous dire en quelle année tu as créé Alors, la première société, Priam Partner, je l'ai créée en 2010. Donc, c'est une ESN dans le secteur banque, finance, assurance. Pourquoi une ESN? Parce que c'est là d'où je venais. Et pourquoi secteur de la banque, finance, assurance? Parce que c'était mon réseau. Donc, c'est vrai que quand tu entreprends, à part avoir une idée sur ce que tu veux faire, sur un marché spécifique à atteindre, c'est généralement naturel de partir sur ton marché, ton réseau, ce que tu connais. Voilà, et c'est un axe d'accélérateur parce que du coup, les clients avec qui j'ai travaillé, mes premiers clients, c'était aussi mes anciens clients, donc des personnes que j'avais côtoyées, donc tu as créé une relation de confiance. Dans le passé, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et donc, on a créé la société en 2010. 2010, c'était post-crise subprime. Dans le secteur bancaire, c'était compliqué. Une société qui se crée à deux, être référencée au niveau des achats ou pouvoir signer des premiers contrats de prestation, c'était impossible. Donc, on a réussi à le faire. Et donc, ça, c'était génial. Donc, on s'est développé très vite. Alors après, le sujet, c'est qu'on était 3 associés au départ. D'accord. Voilà. Parce que j'avais voulu avoir un 3e associé, parce que Vincent et moi, on était conjoints. Et pour nous départager, exactement. Et j'avais envie d'avoir une tierce personne. Et finalement, ça ne l'a pas fait. Et donc, cette personne est partie au bout de 2 ans, 1 an et demi à peu près. Et ça nous a pris un temps monstre de gérer cette sortie, parce que c'était nos premiers procès, nos premiers prud'hommes, notre première scission, jusque-là, etc. Oui, ça a été très compliqué. Donc, du coup, ça a freiné un peu notre business à cette époque-là. Mais ça a été extrêmement formateur. Aujourd'hui, quand on a des sujets juridiques, l'appréhension est complètement différente par rapport à… Oui, parce que tu sais ce que tu as fait, comment tu as fait les choses, comment tu l'as cadré, etc. Après, tu fais appel à des professionnels, à des conseils qui vont t'accompagner. Mais du coup, la prise de recul, tu ne l'as pas quand tu crées ta société. Tu dis, ah, mais au secours, on m'attaque au prud'homme, on m'attaque au tribunal, etc. Et au début, tu dis c'est la fin du monde. Mais finalement, non, avec l'expérience, pas du tout. Donc, ça a été, oui, cette période était dure. Avec Vincent, ça nous a soudés aussi, parce que du coup, c'est vrai que les associés se soudent face à l'adversité. Et donc, c'était très enrichissant. Et après, on a bifurqué pour faire autre chose. Voilà, en plus. Vous avez fait un pivot. On a fait un pivot. Alors, en 2011, j'avais placé un consultant à la Société Générale. Et puis, il me disait, écoute, Hélène, je suis en portage salarial. Voilà.
Et à cette époque, je me suis dit, mais c'est quoi le portage salarial? Donc, il m'explique. Et donc, le portage salarial, ça permet à des indépendants de pouvoir être indépendants, mais tout en bénéficiant du statut de salarié. Donc tu cotises au chômage, à la retraite, tu ne crées pas de société. Et en même temps, tu développes ta société, enfin, tu développes ton business euh, en étant seul, autonome, parce que tu prospectes tes clients, tu négocies ton prix, mais tu as l'avantage et la sécurité du salaire. Donc ça, c'est génial. Et à un moment donné, avant de lancer les sociétés, je voulais devenir indépendante, freelance. Et je venais d'avoir mon grand, on venait d'acheter, et je me suis dit, bah non, peut-être pas. Est-ce que je vais réussir à trouver des missions ou pas? Je ne sais pas. Et donc, si j'avais connu le système du portage salarial à l'époque, je me serais lancée, tu vois. Et donc, quand il m'a parlé de ça, je me suis dit, mais c'est génial. Ça répond à mon besoin, à moi, en tant que personne. Ça doit répondre aux besoins d'un paquet de personnes. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a créé Priam Portage en 2012. On a créé Priam Solutions en 2012. Parce que moi, j'adore entreprendre aussi. Alors, du coup, j'ai rencontré Faveod, une société technologique que j'ai rejoint récemment. Mais Yann Azouri, le patron, qui m'a présenté cette techno en 2011. En 2012, j'ai créé un pure player pour travailler sur sa solution. Et puis, on a créé la holding avec Vincent. Donc, du coup, les 3 sociétés. Et ensuite, en 2015, on a créé Priam City, une société de portage salarial dédiée aux agents immobiliers. Donc, l'idée, c'était quoi? C'est on a un modèle et on duplique le modèle. Tu vois, le modèle, on teste sur des activités, des secteurs et on le teste. Ensuite, on a créé en 2018 Priam Formation, donc un organisme de formation pour porter des formateurs. Donc là, c'est génial parce que les formateurs qui ils veulent devenir formateurs, avoir le Calliope, il faut qu'ils créent leur société et le statut d'organisme de formation et la certification Calliope. Tout un process, ça prend 6 mois, c'est coûteux, etc. Avec Priam Formation en 24 heures, ils sont salariés de Priam Formation, qui organisent de formation. Donc, ils sont sous le coup de la formation. Et donc, on facture les clients à leur place et leurs clients bénéficient des prises en charge. Et puis, nous, on prend le chiffre d'affaires pour transformer le salaire. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, le groupe a clôturé à 50 millions de chiffre d'affaires. C'est fortement développé, beaucoup pendant la période Covid. Pourquoi? Parce que Priam Solutions, qui était sur période, on a aussi bifurqué. On a décidé, en fait, de transformer Priam Solutions en DSI du groupe. Voilà. Donc, on a décidé de développer nous-mêmes nos outils de gestion des salariés portés en automatique. Et ça nous permettait d'absorber beaucoup de salariés portés sans augmenter notre masse salariale interne de gestion et d'augmenter notre qualité de service également. Donc, beaucoup de communication aussi pendant la crise sanitaire, et ce qui fait qu'on s'est très bien positionné. Et voilà, on a gagné des dizaines de places sur le secteur du portage parce que aujourd'hui, c'est 350 sociétés en France. Et dans le portage salarial, et en 2022, on devait être entre la 15e et la 10e société en France, tu vois, donc en termes de chiffre d'affaires. Donc, avec une croissance exponentielle. Et voilà, donc je suis très fière de ce qu'on a construit, très fière de mes équipes, vraiment. C'est ce que je disais à Vincent, c'est que ce qui me rend le plus fière dans le groupe Priam, c'est les hommes et les femmes qui nous suivent, tu vois, et qui nous accompagnent dans cette aventure, parce que ces personnes croient au projet et sont embarquées par le projet, tu vois. Priam, c'est aussi leur société. Ces personnes se sentent bien, épanouies, font un job qui leur plaise, et on sait très bien que à partir du moment où les personnes sont heureuses dans leur boîte, épanouies, ils donnent beaucoup plus que ce qu'on leur demande. Tu vois. Bien sûr. Tu faisais toujours en sorte, alors peut-être pas tu t'occupais des recrutements. Oui, aussi. Ouais. Ouais. Tu faisais toujours en sorte que les valeurs correspondent. Toujours. Que la culture d'entreprise match aussi derrière. Toujours. Quand je recrute, je parle de la vision et je vois si la personne est embarquée ou pas. Tu vois. Et le savoir-faire est important, mais le savoir-être est juste primordial.
J'ai recruté des personnes qui avaient un bac+2 ou qui avaient juste le bac, tu vois, mais où tu sentais qu'il y avait de l'envie et oui, il y avait cette envie de participer à cette aventure et on ne s'est pas trompé. Donc, voilà. Après, chercher un mouton à 5 pattes, ce que je dis aux personnes qui recrutent, aux entrepreneurs, chefs d'entreprise, vous cherchez des moutons à 5 pattes, vous cherchez la personne idéale, parfaite pour le job, etc. Si ça se trouve, la personne ne va juste pas correspondre parce que le mindset n'est pas là, parce que la personne ne sera pas embarquée dans la vision, ne va pas comprendre là où les entrepreneurs souhaitent aller, etc. Donc, ça, c'est hyper important. Et moi, ce qui est primordial dans une société, c'est que les personnes qui vont, tu vois, le matin, ils se réveillent, ils vont au boulot, c'est l'énergie. Tu vois, que je vois des personnes des collaborateurs et des collaboratrices, c'est l'énergie qu'ils ont, c'est en se disant, bah, ils ne viennent pas au boulot, la boule au ventre, parce que moi, ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, avec voilà, la démission silencieuse, la quête de sens et tout ça, bah, c'est hyper important, quoi. C'est juste essentiel d'avoir cet équilibre vie pro et vie perso, et que dans la vie perso, qui est quand même 50% de notre vie, voire plus, on se sente bien, tu vois, bien avec les autres, bien avec soi-même, bien avec nos managers et en alignement par rapport à nos valeurs. Tu parles de vie pro, vie perso. Ouais. Toi, en tant que femme de la tech entrepreneur, donc à la tête de Prium, quand l'entreprise a vite grossi, je présume que ça devait être quand même quelque chose d'assez important. Je ne sais pas combien de personnes font partie de Prium maintenant, mais... On avait 40 personnes à peu près en interne. Ouais. Et il y a, quand j'ai quitté Prium, c'était à peu près 800 salariés. Okay. Voilà. Comment toi, tu as fait, même si j'ai bien compris, tu as eu un enfant. Alors, j'ai eu 2 enfants. 2 enfants, ok. Mon grand, il a 16 ans, donc il est autonome, et il y a petit, là. Comment tu t'en es... Enfin, comment tu t'es... Voilà, il y a eu cet équilibre à trouver, je présume. Ouais, alors, c'est pas simple. Hein, de façon hyper honnête, c'est pas du tout simple. J'étais plus proche du grand que du petit. C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu le petit il y a 9 ans. Et il y a 9 ans, on était dans une accélération, tu vois, du business. Et donc, du coup, le jour de mon accouchement, j'avais mon ordinateur. Et j'étais en train de bosser. Et parce qu'il y avait un mélange de genres, quoi, tu vois, il y avait un mélange. Et en fait, le problème, c'est que quand tu es dans le quotidien de l'entrepreneuriat et des projets, de ce qu'on attend de toi et de ce que tu veux lancer, etc., et que tu es dans l'opérationnel, tu ne te poses pas, tu ne t'arrêtes pas. Et tu es toujours, tu vois, tu es toujours dans l'opérationnel. Et tu avances, et tu avances, et tu avances. Et puis, tu ne prends pas soin de toi, voilà. Tu ne prends pas soin des autres, donc tu as un enfant, donc tu es obligé d'en prendre soin. Bah, oui, c'est normal. Mais tu n'es pas aussi connecté que tu voudrais l'être. C'est-à-dire que Gabriel, par exemple, le grand, quand je l'ai eu, j'étais salariée. Et je n'ai pas vécu la même chose. J'étais salariée, donc du coup, j'avais aucun scrupule à faire stop, tu vois, et à gérer ma grossesse et l'accouchement et quand il était bébé. Voilà, quand il était bébé, etc. Tu vois. Et donc, et c'est vrai que pour une femme, entrepreneur, chef d'entreprise, bah oui, il faut s'imposer de savoir s'arrêter parce que ce sont des périodes juste uniques et tu en as besoin pour toi-même et pour ton enfant, tu vois. Et c'est pas simple, c'est pas simple. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, quand tu as eu ton deuxième enfant, tu étais quand même bien entourée? Parce qu'on dit toujours, en tant qu'entrepreneur, quand même savoir s'entourer. Alors après, là, il y avait une période aussi de rush, je pense. Enfin, c'était vraiment la phase d'accélération, comme tu dis. On nous dit souvent, voilà, il faut quand même bien s'entourer pour qu'on soit solo founder ou avec un associé, de pouvoir avoir tout un écosystème autour de nous. Alors, tu disais que finalement, le réseau, tu t'étais quand même constitué un peu d'avant quand tu étais salarié. Au fur et à mesure, la boîte avait déjà quand même plusieurs années.
Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses que tu étais quand même déjà bien entourée? Alors, j'étais bien entourée en interne. Ouais. C'est-à-dire que c'est le luxe, c'est de recruter des personnes qui gèrent pour toi, tu vois. Et ça, c'est là où tu dis, OK, tu as réussi. Parce que du coup, tu peux te concentrer sur ce que tu aimes faire, sur l'essentiel. Au début, tu fais tout. Et un entrepreneur ne réussit que là où il performe. Tu vois, c'est ce qu'il aime faire, tu vois, ce qui le motive et tout ça. Et donc, comme toute personne, en fait, là où tu es meilleur, sur les points faibles qu'on va capitaliser. Exactement. Et donc, tes points faibles, ben, tu vas déléguer ou tu vas avoir des personnes qui vont gérer pour toi. Et puis, même tes points forts, tu vas aussi déléguer. Même s'ils ne le font pas aussi bien que toi, c'est pas grave. Même s'ils se trompent, c'est pas grave. Parce que ben, il faut les faire grandir, tu vois. Et puis, si tu veux grossir, si tu veux que la société se développe, tu n'as juste pas le choix que de faire confiance et de déléguer à d'autres personnes. Donc, à ce moment-là, on était à cette phase-là de mettre en place l'équipe. Elle n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. C'était peut-être 7-8 personnes, tu vois, à l'époque. Mais je n'étais pas entourée. Moi, j'ai jamais eu de coach, j'ai jamais eu de mentor. On était assez isolés. Pour le coup, on était assez seuls et isolés. On échangeait pas mal avec des confrères parce qu'on faisait partie d'un syndicat patronal. Et donc, on se rencontrait et on échangeait pas mal avec eux, mais c'est tout. Tu vois. Et si c'était à refaire ou si je ferais les choses différemment, c'est vrai que je trouve que c'est important d'avoir aussi des regards extérieurs. Tu vois. Les gens qui font pas le des métier. gens qui font pas le même métier. Alors, du coup, moi, l'année dernière, pendant 1 an, j'ai participé à un groupe qui s'appelle TAB. C'est un board d'entrepreneurs. On était 5 entrepreneurs, on se voyait 1 fois par mois. On n'était pas du tout du même secteur d'activité ou du même métier. Hyper intéressant parce que on prenait une demi-journée et puis on échangeait sur nos problématiques. Et on avait nos confrères, nos comparses qui nous donnaient des conseils sur comment ils verraient les choses, etc. Tu vois. Et ça m'a aussi fait prendre pas mal de recul sur certains sujets très intéressants, mais c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. C'est pas quelque chose qu'on fait naturellement et c'est dommage. Et c'est un peu le message que je vais faire passer, c'est de demander de l'aide. Quand on est entrepreneur, c'est pas naturel de demander de l'aide parce que on est seul et puis on se dit on va faire seul. Est-ce que tu penses que c'est, je sais pas, une peur de déranger, se dire que si tu poses telle ou telle question, tu as peut-être honte de pas de la demander parce qu'on pourrait croire que tu n'es pas légitime Oui, tu vois, en fait, il y a plusieurs choses. Alors, c'est l'image qu'on a du coaching ou du mentorat peut-être, ou l'image qu'on n'avait pas. C'est-à-dire qu'on n'avait pas cet écosystème qui existait à l'époque. Et on se disait que ce sont pour des projets avec des levées de fonds. Ils rendent des incubateurs, ils les accompagner sur les levées de fonds, etc. Et du coup, on ne s'est même pas posé la question, tu vois, d'avoir des coachs extérieurs. Et puis, je pense qu'il y a aussi une part d'ego, peut-être. On ne s'est pas posé la question. Voilà. Mais il n'y a pas d'ego à avoir sur ce type de sujet parce que plus tu es conseillé, plus tu es entouré, plus tu peux activer aussi, enfin voilà, ça peut devenir des amis, des proches, etc. Tu peux les appeler, tu peux leur demander des coups de main pour tel réseau, pour tel conseil. C'est hyper intéressant. Je le fais aujourd'hui de façon très naturelle. Moi, je le fais pour les autres, tu vois, de façon bienveillante. Moi, j'aurais voulu peut-être avoir cette école-là, cette époque, mais je ne l'ai pas cherché non plus. Est-ce que tu as mis combien de temps avant de vraiment te dire bon bah là maintenant tu as eu le déclic ou tu t'es dit ça y est, je demande vraiment de l'aide aux gens régulièrement? Non, en fait, j'ai pas eu de. C'était l'année dernière quand le responsable de TAM m'a contacté. Il m'a dit écoute, on a un club entrepreneur, il y a des problématiques
de ta société qui peuvent intéresser les autres et puis que toi, tu peux apporter. Et en fait, c'est pour ça que je fais. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de donner. Tu vois, j'avais plus envie de recevoir, j'avais envie de donner. Et puis en même temps de recevoir. Et donc, j'avais envie de partager l'expérience entre pairs. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée dedans. Super. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vais continuer certaines de mes questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Vous faites un petit lever de main, comme ça, je peux vous interroger. Ouais, moi j'en ai une, c'est peut-être la principale, enfin, là on est orienté femme de la tech, la principale difficulté, il n'y a pas de difficulté. Qu'est-ce qui caractérise un projet entrepreneurial pour une femme dans la tech? Qu'est-ce que ça fait d'être une femme? Alors, qu'est-ce que ça fait d'être une femme à la tech? Bon, alors déjà, le sujet, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il faut savoir, et tout le monde le sait, qu'il y a une pénurie de ressources et de talents dans la tech. Voilà. Il y a, les sociétés ont énormément de mal à recruter des profils tech. Et on se coupe de 50% de la population aujourd'hui parce que les jeunes filles ne vont pas vers les études de la tech. Ça, c'est juste un constat. Pourquoi ils n'y vont pas? C'est parce qu'on ne les pousse pas à y aller. Parce que quand tu es jeune, et moi c'est ce que j'ai eu comme expérience, j'ai dit à mon conseil d'orientation, écoute, je vais faire des pitas. Il a dit, écoute, l'informatique, c'est pas fait pour les filles. Tu devrais faire une école de commerce. Voilà, et bon, d'accord, c'était il y a une vingtaine d'années. Mais ça n'a pas beaucoup changé. Il y a des états, je sais qu'Epitech et Ipsos, ils ont fait une étude, je crois, il y a 2 ans, où ils disaient qu'il y avait une énorme proportion des filles qui se sentaient illégitimes à aller vers des études de la tech. Là où 70% des garçons se sentent complètement légitimes. Que les parents poussent leurs garçons à aller vers des études scientifiques et ne poussent pas leurs filles à aller vers des études scientifiques parce que tu les surprotèges, parce que tu dis que... Voilà. Et tu ne dis pas aux jeunes filles, en fait, vas-y, c'est ta place, c'est possible. Alors que les filles en première, terminale, elles sont extrêmement douées en mathématiques, dans les études scientifiques, mais elles n'y vont pas. Elles n'y vont pas parce qu'il n'y a pas de rôle modèle, parce qu'il n'y a personne qui leur montre, parce que les parents ne leur disent pas que tu vas t'épanouir. Donc, du coup, il y a déjà un frein au départ quand tu rentres dans le secteur tech, de te dire, voilà, il faut que je me batte. Il faut que, de toute façon, toute femme, de facto, pour se positionner dans un monde très masculin, va se positionner, va se battre, va dire, voilà, je suis là. Et dans le monde de la tech, encore plus parce qu'il n'y a pas de femmes. En même temps, aujourd'hui, on est dans un écosystème bienveillant. On en cherche des femmes. Donc, même les hommes, aujourd'hui, sont ravis d'accueillir des femmes. Maintenant, il y a toujours des plafonds de verre. On sait qu'au niveau du CAC 40, il n'y a que 3 femmes qui sont engagées, 3 sociétés du CAC 40 qui sont engagées par des femmes. Donc, il y a toujours des plafonds de verre. Voilà. Donc, après moi, dans la tech, je n'ai pas eu de difficultés particulières. J'ai été très bien intégrée. Et puis, parce que j'ai fait des études en informatique, j'étais dedans dans le moule et j'ai côtoyé beaucoup d'hommes. Et j'ai pu prendre ma place rapidement. Maintenant, le sujet, c'est l'entrepreneuriat aussi. Et c'est des sujets de fond, c'est-à-dire est-ce que j'en suis capable, c'est le sujet de syndrome de l'imposteur, c'est vie pro, vie perso, voilà. Voilà, c'est tous ces sujets-là où les femmes se posent ce type de questions, là où les hommes n'ont même pas ce type de questions à se poser. Tu vois. Donc, on va approfondir ça juste après, on a une question, je crois. Yes. Ça, c'était peut-être une question, mais je vais quand même rebondir sur ce que vous disiez sur le conditionnement social et familial pour guider les femmes vers du non scientifique en général. Je dirais qu'il y a aussi 2 autres points. Il y a le fait qu'il y a un problème de psychopédagogie à l'école dès
la quatrième, les filles, on leur apprend la culture scientifique par des cerveaux d'hommes et pour des cerveaux d'hommes. Il y a un décrochage après en seconde qui s'accentue par une compétition des filières de bac où pour être très bon, le marqueur, c'est les maths, c'est les sciences. Les femmes n'ont pas l'habitude, ont encore des difficultés avec la compétition. Et donc, elles s'excluent, elles se sont exclues quand il y a eu le forme du lycée avec un métier en sciences des maths. Je voulais rajouter ça pour après rebondir sur l'entrepreneuriat. Ça continue en fin de l'histoire. C'est-à-dire que moi, je suis une génération beaucoup plus âgée. Mais il s'avère que je vois encore maintenant même des femmes plus jeunes qui sont dans un monde bienveillant, un monde professionnel bienveillant dans la tech et tout. Il y a des soft skills, il y a de la bienveillance, mais il y a quand même toujours une idée de pouvoir, on va dire, avec une forme qui est un petit peu modifiée, on va dire. Il y a des formes un peu différentes, mais il y a encore des femmes qui soit ne veulent pas sortir de la forme de pouvoir à l'ancienne, soit elles n'ont pas les formes. Dans l'entrepreneuriat, ça se rejoue, c'est bien qu'il y a des femmes qui ont des idées qui sont très créatives, mais qui n'ont pas forcément la capacité à prendre la posture de l'entrepreneur masculin ou qui ne veulent pas forcément adhérer à ce voilà. Je vous questionne là-dessus, d'autant plus que ce n'est pas ma dimension, mais ça m'intéresse fortement. Yes. Vous avez tout à fait. Alors, sur les deux, le premier sujet au niveau de la scolarité, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que même aujourd'hui et demain, on parle d'intelligence artificielle. On va avoir une intelligence artificielle créée uniquement par des hommes, pour une société d'hommes. Enfin voilà. Donc, on est à partir du moment où tout ce qui est pédagogie, création, savoir a été pensé et créé par des hommes, on exclut de facto les femmes. On exclut de facto le côté émotionnel, comment elles ressentent les choses, comment elles veulent se positionner, parce qu'ils ne savent pas en fait. Voilà, donc il y a ce sujet. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'entrepreneuriat, il y a un côté, comment dire, quand on entreprend, alors, je vais vous donner un exemple. Vincent et moi, on est deux entrepreneurs complètement différents. On est vraiment deux visions d'entrepreneuriat différentes. Là où moi, j'ai cet entrepreneuriat où j'ai besoin d'embarquer des personnes avec moi et j'ai besoin de le faire ensemble, de fédérer, j'ai des idées, mais j'ai besoin de le faire avec une équipe. Vincent va plutôt avoir une vision et dire, bon, voilà, c'est d'abord la société qui prime, le système qui prime et qui même me suit. Et donc, c'est différent. Et je trouve que les femmes, elles ont peut-être un peu plus de mal à se positionner par rapport à ce type de sujet. C'est-à-dire, c'est plutôt difficile, peut-être pour nous, de dire, bon, voilà, je crée cette société, qui même me suit, je m'affirme en tant que chef d'entreprise, j'oublie le côté femme que je suis, la femme dont je suis, et je ne suis qu'un chef d'entreprise. Là où les hommes, peut-être ont cette chose. On ne peut pas parler de ça en finant continuons à répondre. On ne peut pas continuer. C'est pas possible. C'est absolument impossible de répéter ça parce que lutter contre des clichés en répétant des clichés. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Les biens que nous avons tous, c'est pas que nous reproduisons. Oui. Quels sont les clichés? Oui. Donc, c'est bien, on voit que on entraîne l'IA sur un corpus qui a des clichés, il y a des clichés. Oui, évidemment. Les femmes ont les clichés, les hommes ont les clichés. Oui, bien sûr, on est d'accord. Non, c'est pas des. Mais en fait, quand on dit il y a un cerveau d'homme et un cerveau de femme, en fait, ce qu'on veut dire, c'est pour ça qu'on On a parlé d'un coup, justement. Oui, mais en fait, les cerveaux sont les mêmes. Hein. Oui, mais les neurosciences, c'est les mêmes. Oui, d'accord. Donc, faire attention à ce qu'il a fait. Dans la nuance, justement, les femmes vont répéter, dire, ah ben oui,
Mais moi, je ne me vois pas comme cela. Oui. Je ne me vois pas comme qui m'aime me suivre. Mais moi, je ne me vois pas comme qui m'aime me suivre. Bien sûr. Quand je suis depuis 8 ans, ils sont pas très Je suis d'accord. je pense qu'on dit la même chose, mais en fait, maintenant, ce biais, et moi, au début, quand j'étais, ça fait ça quelques années, effectivement, en réalité, les doutes, ils étaient poussés à où on en était, en fait. Moi, quand on était, nous, quand on venait parler, enfin, quand on venait écouter ceux qui étaient SLP 3 ans avant, moi, je me souviens j'ai oublié son nom, mais de ceux qui sont, de celles qui sont témoignées, beaucoup de doutes, hein. Simplement, vous avez fait leur vote il y a 3 ans. Ouais, elles affirment ça. Même dessus. Mais je pense que c'est vraiment. Non, mais en fait, tu as raison, parce que le côté. On crée des biais et ces biais, on appuie ces biais. Enfin, je suis complètement d'accord. Bien sûr. Mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut aussi en parler. Parce que ces biais existent. Voilà. Et ces biais existent, que ce soit vis-à-vis des parents, que ce soit vis-à-vis de la scolarité, que ce soit même ce qu'on voit à la télé, par rapport aux séries télévisées. Donc, du coup, on crée déjà un écueil dans la tête des enfants. Et ensuite, le positionnement de la femme, c'est qu'à un moment donné, comme elles ont été conditionnées, elles doivent se battre encore plus pour essayer de sortir de ce carcan. Mais en réalité, c'est dans les deux sens. Parce que si tu veux, ce carcan, il est symétrique. Il est symétrique pour les hommes, il est différent, il est symétrique pour les hommes. Quand tu crées l'entreprise en com, tu sors aussi, tu es aussi dans un carcan, dans une image qu'on te renvoie. Tout ce qui est difficile, moi je l'ai vécu difficilement, mais j'ai pas vécu celle de la et aussi, en fait, le carcan, c'est juste le symétrique, c'est juste le cliché qu'on te renvoie de l'entrepreneur. Je vais quand même nuancer parce que ça fait que moi je suis entrepreneuse parce que j'ai eu la chance que mon père me guide. J'ai été guidée par un homme. Et donc, ça a été une chance énorme. Ça fait quand même que 3 générations que les femmes travaillent, vont à l'extérieur, ont eu un compte en banque. Si on regarde à date, C'est pas récent. voilà, ça n'a même pas 3 générations. Et puis, on a été quand même. C'est tardivement, on a eu le droit de vote. Donc, on a quand même, nous, les hommes et les femmes, pour 3 générations moins, la responsabilité de notre, on va dire, de notre démocratie entre les hommes et les femmes et l'entreprise, le travail et le pouvoir et l'argent. Donc, effectivement, il y a beaucoup de biais, mais on ne peut pas quand même ignorer l'histoire. Et comme moi, à un moment donné, les femmes, vous avez parlé de plateformes ouvertes, moi, je parlais aussi de difficultés d'accès à certaines études, ou même à avoir la posture d'entrepreneur. On ne peut pas faire fi de l'histoire récente. Mais moi, je dis qu'il y a l'équivalent. Il y a l'image en creux pour les hommes. Ce qui est bien, c'est d'intervenir. Et si effectivement, il y a à chaque fois beaucoup d'hommes qui sont intéressés par cette histoire des femmes qui peuvent avoir un plafond vert en tant que salarié ou des difficultés en tant qu'entrepreneuse pour aller soutenir un business plan toute seule, sans associer homme devant les banques, et bien à chaque fois que les pères, les frères, les oncles, sont des mentors, on peut changer les mentors, et bien dans ce cas-là, effectivement, ça changera beaucoup plus vite une génération, et la France sera ça sera bénéfique pour elle, notamment, comme je disais tout à l'heure, il y a des temps d'activité où on ne peut plus embaucher parce qu'il n'y a pas assez d'hommes finalement. Il n'y a pas assez de personnes. Les femmes, on n'arrive pas à les faire venir. Donc, ça ne sera pas le cas de vertu. Les femmes ont besoin de pouvoir intervenir justement en parlant de leur biais aussi. C'est comme ça. Il y a un truc sur l'éducation. Moi, je vais dire un exemple. Parce que, sur le fait qu'on étudie différemment sur les femmes, un exemple qui est une étude scientifique faite comme ça, où justement, on demande à l'enseignant de projeter un petit peu sur un exercice. Et l'exercice, en l'occurrence, il est fait en primaire, et c'est un exercice qui peut être vu comme du dessin ou comme de la géométrie. Et quand tu le présentes comme du dessin, les filles le réussissent mieux,
Et quand on voit la géométrie, les garçons sont juste. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans les deux sens. Ouais. Dès le primaire, on dit aux garçons qu'ils sont mauvais en dessin. Ouais. Bien sûr. Et donc, on dit aux filles qu'elles sont mauvaises en géométrie. Là, on est dans un conditionnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de toute façon, si on regarde le message de l'ADN de chaque individu, les hommes ont été programmés au départ pour aller chasser, pour aller avoir un sens de leur statut. Mais comme le débat de politique à l'époque, ça me reste aussi. Il a pris par le facteur aussi. On peut trouver une facilité qui peut être un peu plus prédominante chez certaines personnes. Soit, ça va jusqu'aux gens. Je ne généralise pas, hein, je fais attention. Vous pourrez continuer après pour l'épigénétique et la préhistoire. On va poursuivre si ça vous va. Si vous avez une autre question entre-temps, on sera ravis de l'apprendre. Moi, je voulais revenir sur qu'est-ce qui t'a... Tu me disais tout à l'heure que quand tu étais face à ton conseiller d'orientation, tu lui as dit, moi, je veux faire épithète. C'est ça, Épithète, ouais. pardon. Qu'est-ce que... Enfin, finalement... Oui, pardon. C'est pas la même. Oui. Pas la même division. C'est ma langue qui a fourché sur la fin. Épita, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais plus jeune, finalement, pour te dire, je veux faire épita? On vient de dire que alors, honnêtement, j'adorais les jeux vidéo. Ok. Voilà. Et donc, voilà, c'était mon conditionnement à moi. Et donc j'adorais les jeux vidéo et je voulais à l'époque fabriquer des jeux vidéo. Quel Voilà. type de jeu tu jouais? Quel type de jeu? Ah bah, je joue à beaucoup de jeux de combat. Enfin voilà, c'était du Mario. Enfin voilà, des jeux ludiques, mais exactement. Ouais. Et j'adorais les jeux vidéo et donc je voulais m'orienter dedans. Et après, j'étais assez pragmatique parce que je voulais aussi avoir un métier, enfin d'aller vers une voie où il y avait des opportunités de carrière. Tu vois, et où il y avait des demandes de ressources, de compétences, et je ne voulais pas m'orienter dans la recherche, où je me disais, écoute Hélène, tu vas faire des études longues, et puis finalement, peut-être que tu ne vas pas bien gagner ta vie. Voilà. Et donc, j'étais en même temps pragmatique parce que je voulais bien gagner ma vie. Et je voulais faire quelque chose que j'aime. Voilà. Donc, c'est comme ça que... j'ai choisi l'EPISTA parce que après j'ai fait la journée portes ouvertes, j'ai vu les associations d'étudiants, j'ai trouvé ça dingue et puis voilà. Non, après c'est le parcours, le programme était top. Et je présume qu'il n'y avait pas la parité dans ton... Non, on était 3% de filles à l'époque. C'est pas bon. Et aujourd'hui, c'est quoi la Aujourd'hui, c'est 15%. C'est un peu mieux, mais voilà. C'est sur. D'habitude, je crois que c'est plus, hein, c'est ça. Non, ça a baissé. La moyenne des écoles d'ingénieurs, C'est en informatique. La part des filles, elle est moins de 10. Et c'est évident pour le faire. A augmenté, mais voilà, EPITA était vraiment connue comme une école de geeks, de hackers, enfin voilà, il y a une vingtaine d'années, c'était ça. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, ça s'est beaucoup ouvert. Et puis, on a une directrice générale adjointe, donc une femme aussi, à la direction de l'école. Voilà, donc, et puis l'école essaye de promouvoir aussi, essaye de recruter plus de femmes aussi, donc font pas mal d'événements et d'actions autour de ces sujets, c'est important. Si on revient à un sujet sur lequel j'ai dit qu'on allait revenir, c'était le syndrome. Oui. Alors, j'ai appris qu'on disait plutôt syndrome de l'imposture, normalement, et pas L'imposture, oui. On va dire syndrome de l'imposture ce soir. À quel moment, quand tu as créé ta boîte, tu l'as vraiment ressenti? Alors, moi, je ne l'ai pas vraiment ressenti. D'accord, ok. Honnêtement, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Mais on m'en parle. Tu vois, on m'en parle. Des femmes, beaucoup de femmes m'en parlent. Plus de femmes que d'hommes. Je pense que les femmes se livrent plus facilement
aussi. Ils disent des choses. Peut-être que les hommes ont ce syndrome-là et que, comme tu disais, c'est aussi les hommes et les femmes, tu vois. Mais pas avec les hommes sont librement. Mais les hommes sont librement aussi. Ça c'est vrai. Et les femmes n'ont pas peur de dire que, voilà, qu'elles se sentent, elles ont ce syndrome. Au début, quand je me suis lancée, il y avait un peu ce côté, est-ce que je vais y arriver? Après, il y a le côté, peut-être que je l'ai eu en partant ou avant de partir de Prium, c'est que je reçois beaucoup d'échos très positifs. Hélène, c'est génial ce que tu as fait. Hélène, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Tu te rends compte, etc. Et là, je me dis, ouais, ben non. Tu vois? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on me dit, quelle est ta plus belle réussite? Et je dis, bah, c'est ma team, c'est les personnes qui m'accompagnent. C'est ça ma réussite. Le fait de faire 50 millions de chiffre d'affaires, de passer de 0, etc. Voilà, je me dis, c'est pas si extraordinaire que ça, tu vois. Peut-être que je me dévalorise un petit peu. C'est parce que tu es dedans et tu baignes dedans, en fait. Oui, peut-être, mais il y a le côté où, je sais pas, il y a de ne pas porter le sujet en disant, ouais, je suis fière de ce que j'ai fait. Et je sais pas si c'est un biais chez les hommes ou les femmes, mais en tout cas, les échos que j'ai, c'est la peur de ne pas être à sa place, tu vois. Moi, j'ai eu de la chance de ne pas trop avoir ce problème-là parce que j'ai eu des échos. À partir du moment où tu as des feedbacks, des gens qui te disent, voilà, on est fiers de faire partie de ton équipe, on est super content d'être salarié porté chez toi, tu es quelqu'un qui nous accompagne et qui nous conseille, etc. Là, bon, tu te sens bien. Mais si tu n'as pas ce feedback, ben voilà. Mais je pense que c'est pour tout le monde aussi. Après, pour les femmes, il y a l'émotionnel qui joue un peu plus. Il y a aussi les rôles modèles, c'est-à-dire que tu ne vois pas assez de rôles modèles féminins, tu vois beaucoup de rôles modèles masculins au niveau des entrepreneurs. Donc, ils s'affirment. Et puis, tu ne vois pas ces femmes autour de toi qui ont des postes à responsabilité, qui s'affirment. Ou là, tu vas te caler et te dire, voilà, je dois être comme ça. C'est comme ça que je voudrais être, etc. Et me projeter vis-à-vis de cette femme. Et on se sent plutôt seul, quoi. Tu n'avais pas de rôle modèle? Non, jamais forcément. Non, je n'ai jamais. Non, pas du tout. Vincent, ses rôles modèles vont être Steve Jobs, Elon Musk, voilà, il va avoir ses rôles modèles-là, vraiment. Il va lire des biographies sur ces personnes-là. Il va voir comment est-ce qu'ils ont créé leur société, quels ont été leurs mindsets, comment ils ont réussi à grandir, qu'est-ce qu'ils ont fait face à l'adversité, quand ils ont été exclus, comment ils sont revenus sur le marché, etc. Les femmes, c'est plus différent. Et en même temps, je trouve qu'en tant que femme, tu as besoin de rôle modèle, mais qui soit accessible. C'est-à-dire que tu as besoin de te dire, OK, elle vient de là où je suis venue, moi, elle a réussi, et voici son parcours, tu vois, et elle m'inspire. Et donc, je voudrais voilà, la suivre, etc. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que c'est tout ça qui crée un peu ce syndrome de l'imposteur. C'est aussi de l'imposture. C'est aussi, comment dire, les échos qu'on a des hommes, tu vois, ou des femmes clientes. Alors, c'est drôle, hein, parce que les femmes à responsabilité, qui ont des postes à responsabilité, elles sont dures. Ça aussi. Et elles doivent s'affirmer. Et dans des grands groupes, quand tu rencontres une femme à responsabilité, moi, je trouve que la relation, j'ai une relation plus complexe, moins facile, moins fluide qu'avec un homme à responsabilité. Un homme à responsabilité va peut-être être plus bienveillant, va essayer de coacher, va accompagner, va dire, bon, voilà, voici, je vais t'aider, etc., etc. Une femme à responsabilité, je trouve que elle est plus stricte, en fait, elle est plus dure, elle est plus froide. Maintenant, il y a des écosystèmes qui existent et qui mettent en avant des femmes et justement des groupes d'entraide de femmes. Tu vois.
Mais il y a aussi ça, et de cette projection qu'on a quand on entreprend, d'avoir des retours positifs ou négatifs, et puis de se dire, on n'est peut-être pas à notre place. Mais je pense que ce syndrome, il est inhérent à tout entrepreneur aussi. Est-ce qu'on est à sa place? Est-ce qu'on fait bien les choses ou pas? On se remet souvent en question. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous dire finalement quelle est ta plus belle réussite jusqu'à présent? Alors, vie pro, vie perso, un peu tout. Commençons par pro. Ouais. Alors, vie pro, parce que comme je te disais, c'est voilà, d'avoir construit un groupe de sociétés où les gens sont embarqués. Tu vois, c'est-à-dire d'avoir construit une société avec une vision, et les personnes qui t'accompagnent croient en ta vision et travaillent pour répondre au bien commun, tu vois, et au projet. Et de se dire, en fait, cette société, c'est comme la leur. C'est le côté... oui, non, mais pas grande famille, c'est vraiment de la considération en tant que manager, tu vois, de la bienveillance, de la considération, de la confiance. Et d'accompagner des personnes, et que ces personnes s'épanouissent. Après, qui restent ou qui ne restent pas, c'est pas leur société, c'est leur choix, et c'est normal. Ils ont des carrières, ils ont envie de faire autre chose, etc. C'est normal. Mais de se dire qu'à un moment donné, on a fait un bout de chemin ensemble, et que ce bout de chemin, les personnes ont été très impliquées dans cette vie entrepreneuriale, que tu ne voulais pas faire ça. Et côté perso, et puis aujourd'hui, mes choix. Ouais. Mes choix, parce que j'ai fait aussi un choix de vie où j'ai décidé de quitter la présidence du Prium. C'était pas simple à prendre comme décision, mais je pense que c'est la vie. C'est qu'à un moment donné, tu prends du recul et tu te dis, est-ce que c'est ça que je veux faire jusqu'au bout? Tu vois, est-ce que je suis en alignement par rapport à qui je suis? Parce que le problème de l'entrepreneuriat, c'est que tu dois toujours être au top, souvent. Et tu dois montrer aux autres que tu es au top. Allez, que des projecteurs sur toi. Et tu dois montrer à toi-même que tu es toujours au top, et aux autres, etc. Et tu ne peux pas décevoir. Tu ne peux juste pas décevoir. C'est de se dire, OK, est-ce que c'est ça? Est-ce que ma vie, ça va être d'être au top tout le temps? Peut-être pas envie. Voilà. Et puis, des fois, tu t'oublies. C'est comme des relations. Quand tu as une vision, et que ta vie, c'est pour cette vision, pour cette société, pour cet objectif. C'est pour ça. C'est pas pour toi, en fait. Et donc, ma fierté aujourd'hui, c'est de m'être arrêtée et de me dire, qu'est-ce que Hélène, en tant que personne, tu veux? Tu t'es écoutée, c'est quoi? Plutôt, tu as suivi ton instinct, ou tu voulais vraiment réaligner tout en fonction de tes envies du moment? C'est beaucoup d'instinct. De toute façon, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'instinct. C'est beaucoup de chance aussi. C'est beaucoup d'ouverture aux autres, d'opportunités, d'écoute, et beaucoup d'instinct. Et là, j'avais besoin de me poser, puis tu vois, de ne plus être dans ce stress et cette angoisse perpétuelle de l'entrepreneuriat. Est-ce que ce stress et cette angoisse perpétuelle, c'est, entre guillemets, cette charge mentale qu'on peut tous avoir en tant qu'entrepreneur? Ou c'est encore autre chose? Non, alors la difficulté, c'est que j'ai créé la société aussi avec mon conjoint. Et donc, c'est un choix qu'on a fait, et sur lequel on a été extrêmement complémentaires. Mais à un moment donné, tu fais plus la part des choses, tu vois. C'est-à-dire que on me dit souvent, Hélène, comment tu fais équilibre vie pro, vie perso? Et moi, ce que je réponds souvent, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre vie pro, vie perso. Qu'un entrepreneur, la vie pro et la vie perso, c'est la même chose. C'est en continu. Tu rentres chez toi, tu penses à la boîte. Tu es au boulot, tu penses à tes enfants. Enfin voilà, c'est un tout, et c'est la vie. C'est la vie de notre entrepreneur. C'est apprendre à jongler, à gérer les deux, etc.
Mais des fois, il faut avoir des moments, des moments de pause et des moments où tu respires. Et pour reprendre ton souffle. Et ces moments, des fois, tu ne le prends pas parce que tu n'y penses pas à le prendre et tu n'as pas le temps de le prendre et parce que tu attends et parce que tu es ultra exigeant. Et quand tu es deux, tu es exigeant encore plus parce que tu es deux. Et parce que du coup, tu es toujours là à penser boulot. Et donc, le temps que tu prenais pour toi, que tu aurais pu prendre, tu ne peux pas le prendre parce que l'autre t'embarque. Ouais. Tu vois, Vous êtes là sur où le tu même veux, sujet. là où tu veux te poser un peu, l'autre va t'embarquer. Et tu vas peut-être culpabiliser parce que tu n'as pas suivi le truc. Toi, tu as voulu faire une pause et que lui, il veut continuer. Donc, en fait, il veut faire un peu au travail. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est aussi de savoir s'arrêter, de se dire, tu vois, par rapport au syndrome de l'imposture, comment on peut gérer ça, c'est de s'arrêter, de dire, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, et de voir quelles ont été les dernières années, les derniers mois, les dernières réussites, les difficultés qu'on a eues, comment on les a surmontées, quelles ont été les réussites. Et c'est aussi comme ça que tu te valorises. Hein, Tu prends du recul, tu fais un bilan, quoi. Bien sûr. Et est-ce que ces moments de soupape dont tu parles, que tu disais que tu n'arrivais donc pas forcément à les prendre vu que ton conjoint travaillait avec toi, est-ce que tu avais, je sais pas moi, un rituel ou quelque chose qui te permettait de dire j'arrive quand même à faire une pause pour mon bien-être, pour ma santé mentale? Parce qu'aujourd'hui, finalement, en tant que chef d'entreprise... Un an avant, j'ai décidé d'arrêter de travailler tous les week-ends. D'accord. Voilà. Tu travailles tous les week-ends Ouais. non-stop depuis 2009. Ouais. Avec 2 enfants. Yes. Wow. Voilà. Donc, j'ai arrêté de travailler le week-end. Vincent travaillait tous les week-ends. Et il y a ce côté de culpabilisation. C'est-à-dire que tu es à deux et quand ton associé travaille plus que toi, tu vois, et ça ne veut pas dire mieux non plus, mais en termes d'énergie, etc., tu culpabilises aussi un peu, quoi. Donc, j'ai décidé, oui, de prendre plus de temps pour moi, pour les enfants, d'être, voilà, et puis de me dire, ok, cette aventure entrepreneuriale m'a énormément plu, j'ai adoré, et qu'est-ce qui m'a plu aussi pendant cette période, tu vois, de se poser aussi à ce moment-là sur ces sujets-là, parce qu'on ne se pose pas, en fait, on est toujours là à vouloir augmenter le chiffre d'affaires, à être plus rentable, à grossir, à devenir leader, etc., etc. Mais on est toujours à la course de la performance, à la course de tout ça. Et à la course de plus de clients. Mais à un moment donné, c'est est-ce que c'est ça qui est essentiel, tu vois. Est-ce que tu ne penses pas que justement, il y a cette image de, une fois que tu rentres dans l'entrepreneuriat, il y a cette course où tu es sur un tapis roulant qui continue sans cesse et que tu ne peux pas appuyer sur le bouton stop? Yes. Ouais, et c'est ça que j'ai. Et que si tu appuies sur le bouton stop, tu sais qu'en fait, finalement, tous les autres vont continuer à avancer et que toi, tu restes là. Et donc, tu as l'impression de, pas la peur de manquer des choses, mais tu vois, genre... Non, pas vraiment ça. C'est-à-dire que, en fait, tu n'arrives pas à appuyer sur le bouton stop parce que tu prends pas le temps ou, tu n'y penses même pas, tu vois, d'appuyer sur le bouton stop. Sauf quand tu as atteint une certaine limite, tu vois, et tu te dis, ok, là, c'est bon. Ouais, j'ai trop tiré sur la corde. Et c'est pour ça qu'il faut être bien entouré dans ses équipes, il faut déléguer, il faut se dire, ok, les personnes ne vont pas faire aussi bien que moi, ça ne va pas être parfait, et si ça se fait, on va faire encore mieux, et ça va être c'est encore mieux, mais la société, c'est un collectif. Tu vois. Sinon, tu entreprends seul, sinon, tu deviens indépendant, sinon, tu crées la SASU, tu es micro-entrepreneur, tu vois, et tu as tout le sujet, et c'est très bien. Mais quand tu veux construire une société avec, avec une ambition de chiffres ou de je ne sais quoi, à un moment donné, tu es obligé d'embarquer une équipe. Et il faut être capable d'avoir confiance aux personnes que tu recrutes et que ces personnes-là travaillent pour toi et pour la société, travaillent pour elles. Pour elles également, c'est juste primordial. Et pour que tu puisses ensuite prendre du temps
et d'avoir le luxe de prendre du temps pour soi ou de se concentrer sur ce que tu aimes faire, ta vraie valeur ajoutée. Je vais rebondir. Là, tout à l'heure, on me Ouais. disait, je t'ai demandé quel était ton plus beau succès, enfin, pour pro et perso. Et finalement, quel a été le moment le plus dur dans ta vie entrepreneuriale? Les moments les plus durs, c'est quand, moi, à titre personnel, j'ai dû me séparer des personnes. Tu veux dire des licenciements? Ouais, Ok. des licenciements, des fins de contrat. Et que ces personnes, quand il y a de l'affect, et ben, pour moi, ça a été ça le moment le plus dur. Donc, il y a la part affective, parce que on te renvoie une image de toi que tu n'aimes pas voir, tu vois. Donc, il y a un peu de ça. Après, les moments les plus durs, c'est au démarrage. C'est au démarrage parce que tu cherches des clients avec des dents, tu prospectes dans le dur, ça prend pas, c'est difficile. Tu vois que les autres sociétés se développent vachement, que toi, tu es un peu en retard ou pas, tu te cherches. Voilà, c'est ça aussi. Après, les moments durs aussi, c'est quand tu n'as pas la même vision avec ton associé sur comment faire les choses, mais des petites tâches aussi, et ça peut à la maison, au boulot, enfin voilà. Et ça, c'est la difficulté de créer une société à deux, quoi. Mais oui, mais je pense que c'est ça les moments durs. Les moments durs, c'est développer ton business et que ça prend pas, et tu peux baisser les bras aussi à un moment donné. Je me suis dit au début, est-ce que je ne redeviendrai pas consultante? Les 2 premières années. Ouais. Ouais. C'est ces fameuses 2 années où tu as mis un certain temps à trouver tes clients, comme tu les 2 premières années, je me suis posé la question, parce qu'en fait, j'étais seule et Vincent était en mission. Pendant les 4 premières années, il était en mission. Et moi, j'étais seule dans mon bureau. Et là, je me suis dit, l'équipe me manque. Les gens me manquent. Et je me sentais incroyablement seule. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je ne retournerai pas en mission et je ne redeviendrai pas consultante et je gagnerais bien ma vie? Parce qu'au début, on ne se payait pas non plus. Tu vois. Donc, voilà, il y avait aussi toutes ces contraintes et ces exigences. Combien de temps ça vous a pris finalement, cette phase de démarrage? 2 ans. 2 années un peu compliquées. Et 2 années compliquées, oui et non, parce qu'on se développait quand même, tu vois. Et voilà. Et puis, on avait la chance de bénéficier du Pôle emploi, donc on n'avait pas non plus cette contrainte et cette pression. Mais on s'est fixé une deadline de 2 ans. Est-ce qu'au bout de 2 ans, on arrive à suivre et on arrive à avoir un salaire, parce que 2 ans, tu n'as plus de salaire. C'est ça. Et je pense que les entrepreneurs, quand ils se lancent, ils ont toujours cette épée de Damoclès. J'aurai plus de Pôle emploi. Est-ce que mon activité va être assez rentable pour que je puisse me payer un salaire? Et l'objectif, c'était donc ça. Au début, c'était ça. Si jamais ça ne marchait pas, c'était autre chose. C'était, on arrêtait et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Ah, non. Moi, j'ai une question sur finalement de respect pour votre parcours. Félicitations, ça va. Maintenant, avec le recul et votre expérience, est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire un peu autrement pendant la phase on va dire, de croissance et de maturité de votre entreprise pour continuer à être dans l'entreprise et à être dirigeante, mais en travaillant moins? Est-ce qu'il y a finalement une solution ou... Il y a toujours des solutions. Maintenant, le sujet, c'est le choix de vie pro, vie perso. C'est-à-dire que oui, j'ai créé la société avec mon compagnon. On s'est séparés aussi. Et cette séparation a fait que j'ai pris un choix. Et j'ai fait le choix de quitter le groupe pour laisser la société. Et c'est un choix pleinement assumé, choisi et assumé. À
Après, ça, c'est les aléas de la vie et c'est le risque quand on entreprend avec des proches. Typiquement, on avait notre troisième associé, c'était un ami. Ça n'a pas pris, mais c'était un ami. Et c'est compliqué aussi, les relations humaines. On ne peut pas trop le déterminer à l'avance. Voilà, c'est aussi ça. Quand on entreprend, enfin, je veux dire, il y a des entrepreneurs dans la salle, c'est notre vie, quoi. On y pense le jour, la nuit. On fait le mix des deux entre la vie pro et la vie perso. C'est un tout. Mais à un moment donné, la vie perso, enfin, voilà, il y a des ruptures, il y a des scissions. Et puis après, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et donc, voilà. Et ça, donc, du coup, je ne pouvais pas trop prévoir. Mais c'est vrai que prendre plus de temps pour soi et de s'écouter, c'est important. Quand je dis aussi aux entrepreneurs qui se lancent avec des associés, je leur dis de bien choisir les associés. C'est hyper important de choisir un associé en qui on a confiance, avec qui on peut tout dire. Voilà. Et le risque de le faire en famille, c'est toujours un risque. Mais je n'ai jamais trouvé, moi, la solution. Il n'y a rien qui existe, en fait. J'ai trouvé une association. Ouais. J'ai parfois en présentant avec une annonce, parce que j'ai une annonce, je l'ai embauchée, puis après, je me suis associé avec elle. On a travaillé ensemble 6 ans, maintenant elle veut partir, elle s'en va. Mais en réalité, je sais maintenant, je me dis, comme je disais, j'ai pas envie de revenir seul. Je ne sais pas comment, mais j'ai pas de solution. C'est super. À part en parler en disant, je vais mettre un associé. Bien sûr. Il n'y a pas de solution. C'est difficile dans ta situation parce que l'associé n'était pas à la création. Honnêtement, elle est arrivée Au début. il y avait... Non, mais aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est ça. Oui, la nouvelle personne qui C'est que. Voilà. Après, ça dépend de ce que tu recherches par rapport à tes besoins, tes qualités, ce qui te manque. Oui, c'est parce que là, je suis dans un secteur, si tu veux, où je n'avais pas de connaissances sectorielles. Je suis en jeu vidéo, mais moi, je n'ai pas d'expérience en jeu vidéo. Oui, dans le créateur, j'ai d'expérience, mais pas en tant que créateur, ni en tant que programmeur, ni en tant que créateur. Donc, on faisait ce duo-là, si tu veux, qui était pas mal. Donc, je sais après ce que j'ai besoin. Ouais. Maintenant, ça reste pas forcément évident. Oui, parce qu'il faut que tu cherches un entrepreneur qui va porter. Voilà. Voilà, des gens qui ont envie de faire ça, des créas, etc. Il y a des gens qui veulent le porter en tant qu'entrepreneur. C'est difficile. C'est différent. Exact. C'est pas le même. C'est pas la même chose. Ouais. Parce que c'est une obligation supplémentaire. Oui. Et donc, ça va être sa boîte, Mais après, c'est vrai que c'est difficile de trouver un associé, un entrepreneur qui n'a pas été dans la jeunesse du sujet. Quoi. Aussi. Ça arrive. Tu peux. C'est toujours très difficile d'être lancement de l'affaire. Parce que les entrepreneurs ou les associés seraient aussi dans les moments difficiles. Parce que certains voyages professionnels de la vie, voilà, des visions différentes. Ils sont très difficiles. C'est pas non, il n'y a pas de recette. C'est aussi beaucoup d'intuition. Je trouve. Oui, je suis d'accord avec toi, parce qu'il n'y a pas de rationalité dans le choix C'est beaucoup d'intuition. J'ai évoqué avant des structures où on témoigne un peu plus de leur parcours, etc. Oui. C'est à quelle structure il y a les femmes du numérique, déjà qui mettent en avant des femmes dans la tech. Il y a Women in Game aussi. Oui, voilà. Il y a ce type d'association aussi qui regroupe des femmes entrepreneurs aussi. Et où elles se parlent, tu vois, elles disent ce qu'elles vivent. Et c'est fait en bienveillance. C'est-à-dire que
elles ont envie de se livrer, puis elles ont envie de se retrouver entre pairs, entre femmes, et s'entraîner entre femmes. Merci beaucoup. Une dernière question. Quel conseil tu donnes? Je me pose la question. Si tu as un conseil à donner à une femme qui se conseille dans l'entrepreneuriat et dans la tech. Eh bien, en fait, je dirais à la femme, crois en ton projet, crois en toi. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, tu as un projet, tu veux entreprendre, vas-y et ose. Après, le reste, ça se déroule, d'être bien entouré, d'avoir le bon partenaire. Il y a des écosystèmes comme le SLP Mentors pour accompagner. Mais la première chose, c'est qu'elles doivent croire en leur projet et oser se lancer. Ça, c'est vraiment la première étape. Et beaucoup de femmes ne vont pas parce que juste elles n'osent pas et elles se disent incapables. C'est comme les jeunes filles qui ne veulent pas faire des études d'ingénieur parce qu'elles se disent eh ben, je ne vais pas y arriver. Elles ont déjà ce biais-là, Les biais cognitifs. Et si ce biais est cassé parce que les échos autour d'elles disent bah, en fait, je crois en toi, tu peux y arriver, on aurait beaucoup plus de femmes entrepreneurs aujourd'hui. Ouais. Et si je comprends bien aussi, tu n'as pas suivi un programme d'incubation, d'accélération pendant que ta boîte, vu que tu étais avec ton mari, où vous avez lancé la fusée et bim. Yes. Ok. Et on croyait en nous. Ouais. Et est-ce qu'avec le recul, tu penses que ça aurait pu vous donner quelque chose en plus, d'intégrer un incubateur ou un accélérateur? Non, je ne pense pas. Dans ce métier-là, nous, Ouais, on a créé un cabinet de conseil au départ. Donc, on n'avait pas de solution tech, on n'avait pas de levée de fonds à faire. Donc, on avait nos clients, il fallait chercher des consultants, il fallait matcher. Et c'est de la prestation intellectuelle. Donc, honnêtement, je ne pense pas qu'on aurait une besoin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à toi. Il a applaudi sans le son. Ouais, j'étais en mute, du coup on n'a pas entendu, je le refais. On n'entend pas. Non, bon. Ça marche pas. Ah non, le micro il est là, c'est vrai. Non, merci beaucoup pour tout ce témoignage. Et, en tant qu'homme entrepreneur, je me reconnais dans beaucoup de choses que tu dis quand même. Hein, donc, Yes. Ça Mais fait aujourd'hui, plaisir. on a fait un focus sur ça. Mais oui, bien sûr. et les moments difficiles que tu évoquais, voilà, enfin en tant qu'homme, pour moi, c'est les mêmes sur le podium. Hein. Le plus difficile, c'est de se séparer de membres de l'équipe. Voilà, quand on entreprend, c'est pour le meilleur et pas pour le pire, comme on dit. Et enfin, le but, c'est de créer de la valeur, de la partager, de créer des emplois. Enfin, voilà. Et du coup, moi aussi, je suis passé par des situations où il a fallu réduire l'équipe. Et je pense que c'est une des choses les plus dures. Enfin, oui, à vivre. Oui. Ok. Je reviens pas sur tous les points, mais enfin oui, pareil. Hein, là, j'enseigne en école d'ingénieur et je constate encore, enfin tout ce que tu as décrit. Hein, il y a encore aujourd'hui très très peu de femmes dans les promotions. Moi, parfois, j'enseigne en 5e année en mineur. Parfois, il m'arrive d'avoir 0 femme dans la mineure en question, mineure entrepreneuriat. Donc, c'est dommage. C'est dommage. L'école tech, il n'y a pas de femmes. Alors, du coup, la mine entrepreneuriat de l'école tech. Il y a certaines années, il y a des femmes, mais certaines années, à l'automne dernier, aucune. Ouais. Ça dépend des années. Mais de toute façon, la proportion est toujours très, très faible. Ah, mais Il faut qu'on arrive à faire changer les mentalités. c'est dès la 3e qu'il faut le faire. C'est pas comme ça dans les autres pays. Ça dans les autres pays d'Europe. C'est quel le meilleur pays d'Europe? Ah bon? C'est qui le grand gagnant des pays nordiques? Ouais, bien sûr. Jusqu'à la 50. Suède, Finlande, Norvège.
Faut aller voir leur modèle, comment ils font. Mais à l'école, déjà, c'est pas la même Ouais, la apprentissage. pédagogie n'est pas la même. C'est pas du tout pareil. Ouais. Ouais. Et du taf. Malheureusement, le système éducatif français est broken, comme diraient les Américains. Il y a beaucoup à faire. Ça. Bon, bah, merci beaucoup à toi, Guy. Surtout merci Et à Hélène. celle qui a interviewé et surtout à Hélène. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir. Bientôt, Guy. Bonne soirée à tous.